Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que l'image et le son sont OK pour nous deux? Dans le chat, si vous pouviez le dire. Oui, Christophe, merci de répondre. Donc c'est bon. Nickel. Parfait. Donc, je propose, c'est que d'abord qu'on se présente nous, et après ensuite, on demande qui vous êtes et où vous êtes. Donc, Gonzague, je te laisse parler le premier. Voilà, Gonzague Chestenay, j'ai deux casquettes. Je suis directeur associé d'Ourouk, qui est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de l'information des connaissances. Donc je mène des missions d'accompagnement de direction générale et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans des projets de KM depuis une vingtaine d'années. Et je suis aussi professeur associé au CNAM, où j'ai créé un certificat de spécialisation en gestion des connaissances. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les inscriptions sont ouvertes pour la 7e session. Voilà. Et donc, Louis-Pierre Guillaume, donc gérant de Amalté, qui est partenaire de Rook. Nous travaillons ensemble sur des missions KM, Gonzague et moi. Donc, 25 ans d'expérience plutôt comme praticien du KM dans des grosses entreprises comme Schlumberger ou Schneider Electric. Là encore, plusieurs casquettes. Secrétaire général de COP1, l'Association des praticiens du KM en France. Là aussi, je donne des cours au CNAM, même certificat que Gonzague, mais aussi à Kedge Business School ainsi que la Sorbonne Nouvelle. Et puis aussi membre du KCO, c'est le Knowledge Community Observatory, membre fondateur. Et je reconnais quelques personnes dans le chat, bien sûr aussi. Donc, nous sommes au terrain connu. Donc, maintenant, qui êtes-vous et où vous êtes? Ce serait sympa. Donc, je vous laisse écrire dans le chat, vous présenter pour qu'on puisse un peu mieux vous connaître. Parce qu'il y a des noms quand même de gens que je. Waouh! Alors là, je veux dire, Marc, par exemple, Gélina, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que Marc était avec moi à Schneider. Bon, Martin Rouleau-Dugage, bien sûr, ça, on se connaît bien. Ça, bien sûr. Pierre-Yves Rabel, j'imagine. Il y a plein. Thomas, bien sûr. Des nombres de copains partout. Voilà, je pense qu'on va être, faudra faire attention, parce qu'on va être surveillé par des experts KM. Si on dit une bêtise, on va se faire tuer. Christophe, bonjour Christophe aussi, effectivement. Blanca, bien sûr. Blanca qui est située au Brésil, n'est-ce pas, Blanca? Blanca est au Brésil. Bonjour Hugo. Voilà, Estelle, bien sûr. Voilà, Gaël, Pierre-Yves. Mexique, pardon, Blanca, désolé. Oups. Et Cosette, Cam, RATP Dev, Amélie, Aketom. Wow, ok, donc on est quand même nombreux. Est-ce que tout le monde a dit où il était? Coralie Brun, bien sûr, on s'est déjà rencontré chez Mitsys, bien sûr. Et Christophe, bien sûr, qui n'a pas parlé encore. Sylvie, évidemment, bien sûr. Écoutez, ouais, c'est bien. Donc, on a un bon panel quand même, à la fois des gens qui sont dans le KM en tant que praticiens, directeurs, consultants, ou des gens qui sont praticiens et qui veulent en savoir plus dans leur métier. Alors, ce que je propose, c'est que on embarque dans le dur. Il y a pas mal de praticiens qui sont membres de copains, là. J'en vois au moins 4-5, là. C'est waouh, c'est bien. Ce que je propose, c'est que on embarque en fait sur le sujet du jour, hein, c'est comment intéresser sa DG au management des connaissances. Ça, on l'a tous eu, que ça soit, tous ceux qui ont un rôle opérationnel dans une entreprise, qui voulaient faire du KM, qui ont commencé à en faire, et qui se sont dit ce serait bien que la DG soit intéressée par ce que je fais, ont toujours eu la même problématique, c'est comment faire. Et ça a vraiment été toujours très difficile de le faire.
Alors, on a quelques billes, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, d'abord, juste ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on a certains d'entre vous, lors de l'inscription, ont mis effectivement comment dire, des suggestions, des demandes sur pourquoi ils voulaient aller à ce webinaire. Hein. Webinaire que nous faisons tous les mois, je vous rappelle, Gonzague et moi, à partir du mois de septembre, sur le thème KM, il y en aura 6 qui vont venir dans les mois qui viennent. Hein. Et parmi les thèmes qui sont sortis, c'était comment le KM peut dire l'innovation dans ma PME. Il y avait la notion aussi de KM dans les processus, dans le monde de l'assurance. D'ailleurs, je fais une mission actuellement dans le monde de l'assurance sur ces problématiques-là. Convaincre ma DG d'expérimenter, vendre le changement en KM, un beau sujet aussi, et puis qui restructurait effectivement une EMS avec des problématiques humaines, donc évidemment le KM aussi joue un rôle par rapport à ces aspects-là. Donc ça, c'était pour les thèmes que nous avions. Évidemment, il y a vos thèmes, et là, ce sera une session super interactive, puisque c'est vous qui allez participer. Nous, on est là pour vous aider. Plus de son. Est-ce que vous m'entendez Ok, donc c'est pas nous. Alors d'abord, avant d'aller dans l'interaction et tout, peut-être aller dans le dur sur qu'est-ce que c'est que le KM. Après, on va vous faire ça à peu près 8 minutes, que c'est important de remettre les choses à plat. Parce que le KM, il y a plein de définitions. Hein. Il y a autant de définitions que d'auteurs. Alors, j'ai bien aimé celle de Jean-Yves Prax, qui fut consultant en KM, qui a pris sa retraite il y a 1 an, Gonzague, c'est ça, je crois? Oui, environ, oui. Voilà, qui était assez connu dans le monde, en France, et qui a écrit le manuel du knowledge management. Il y a eu plusieurs versions. La dernière date de 2019. C'est plutôt bien fait. Et il avait quatre définitions. Donc la première, plutôt utilitaire, c'est effectivement, j'ai l'info dont j'ai besoin, quand je veux, où je veux, et ça vient tout seul. Donc c'est entre autres le miracle de l'IA qui permet d'avoir l'information, tac, du bout des doigts. Ça, c'est le rêve de tout le monde. La deuxième, plutôt fonctionnelle, c'est comment ça marche. Hein. Donc c'est des dispositifs, c'est des systèmes, des méthodes où on a évidemment le grand cycle de l'information. J'identifie, je formalise, je la valide, je la gère, je la diffuse, je la réutilise, je la valorise. Évidemment, toute de manière optimale, bien sûr. Et c'est le cycle de vie, effectivement, le KM. Il y a beaucoup de cycles de vie à l'intérieur. La troisième, c'est opérationnel. Hein. On combine des savoirs de personnes, des savoir-faire qui s'appliquent à ces savoirs dans des processus, des produits, une orga, et on crée de la valeur par derrière qui va aider l'orga à être plus efficace, par exemple, ou à innover. Ce qui monte après, le quatrième, eh bien, on a un capital intellectuel qui est dans la tête des gens, en général, mais pas que. Et donc, on peut le valoriser pour que l'entreprise puisse durer longtemps. En gros, c'est l'entreprise va durer dans le temps parce qu'on aura vraiment capitalisé, valorisé ce capital de connaissances qu'elle possède. Donc, quelle définition? Vous prenez celle que vous voulez, mais déjà, ça pose un petit peu le contexte du KM, parce que, évidemment, certaines intéressent la DG, bien sûr, plus que d'autres. Hein, vous vous en doutez, bien sûr. Et le KM d'une orga, Gonzague. Alors, dans cette planche, j'ai voulu présenter la palette assez large des leviers, parce que je crois profondément que le KM, c'est une dynamique vertueuse. Donc, il faut des leviers, ça ne va pas de soi, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a des leviers qui sont plutôt managériaux, qui se portés par des hommes, qui mettent en mouvement des hommes et des femmes de l'organisation, experts ou pas. Et puis, il y a des outils. Alors, il y en a certains qui sont plutôt orientés vers la capitalisation, d'autres plutôt vers la collaboration. Et c'est l'équilibre entre les deux qui fait la réussite du KM. Quand on n'est que dans le collaboratif, il y a le risque d'une perte, de manque de pérennité. Mais quand on n'est que dans la capitalisation, on a le risque du silo, de l'art pour l'art, d'une base de connaissances ou d'un livre de connaissances très beau, mais qui n'est utilisé par personne. Donc, il faut que ça circule. Et puis, vous avez une tendance vers la modélisation. Ça, c'était un peu une approche historique, mais qui a beaucoup de sens. C'est-à-dire que quand on veut transformer de l'information métier en connaissance, il faut structurer.
Je pense que la norme ne le dit pas assez. Alors, faut-il aller jusqu'à des livres de connaissances? C'est beaucoup d'investissement. On peut faire des choses plus simples. On peut structurer une base de connaissances, un portail KM, on peut faire des Rex, on peut faire des fiches métiers, des fiches wiki. Mais on peut aussi faire circuler simplement la connaissance, la transmission entre générations, faire des choses qui sont plus fluides, ça a aussi du sens. Ma conviction, c'est que c'est pas un seul levier qui fait une démarche quand même réussie dans une entreprise. C'est, on va dire, au moins un dans chacun des 4 carrés. Et on y va progressivement. Il ne faut pas viser à tout faire la première année. L'expérience montre que les entreprises qui ont réussi le knowledge management et qui continuent à le faire vivre, ils sont allés progressivement. On voit aussi que dans ces leviers, il y a des choses qui sont assez simples. Enfin, ça prend pas mettre en place une démarche de Rex, ça ne prend pas des années. Définir la transmission d'un poste de travail en réfléchissant au savoir et au savoir-faire critique à transmettre à son successeur, là encore, ça peut se faire assez simplement. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, créer une filière d'experts ou mettre en place une plateforme collaborative pour l'ensemble de l'entreprise, ça peut prendre plus de temps. Donc, on travaille à des niveaux de temps différents. Voilà, je te repasse la main. Merci Gonzague. Alors, avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à cette première partie sur le KM, qu'est-ce que c'est et les fameux leviers KM? Je pense que certains d'entre vous les connaissent, s'en sont déjà servis. Donc nous sommes gourmands de vos remarques. Je vois que quelqu'un écrit dans le chat. La mise à jour. So far, so good, dit Martin. Oui, ben, la mise à jour. C'est vrai que c'est important que la connaissance soit à jour. C'est un des enjeux. Et c'est aussi pour ça que c'est important de mixer collaboration et capitalisation. Par exemple, les communautés de pratique, c'est un très très bon moyen de maintenir une base de connaissances parce qu'il y a des interactions en continu. Et c'est ce complément collaboration et capitalisation qui va garantir une mise à jour. C'est le fait aussi de se donner une cartographie de connaissances critiques, c'est-à-dire un ensemble de thèmes sur lesquels on va mettre le paquet. On ne peut pas s'intéresser à tout avec la même profondeur. Et une fois que vous avez défini, je sais pas, sur un métier, une vingtaine, une trentaine de domaines de connaissances, eh bien, vous allez définir des rôles de référent knowledge manager ou de responsable thématique, qui est un peu comme dans une rédaction, un magazine, il y a des rédacteurs en chef qui tiennent leur rubrique, eh bien, ces référents, ils tiennent leur domaine et donc ils sont garants de la mise à jour. Voilà, ça, c'est des modes de gouvernance pour garantir cette mise à jour. Et la mise à jour, bah, c'est de la veille, c'est aussi la pratique, l'observation de ce qu'on apprend sur le terrain. Et c'est cette dynamique, les COP jouent beaucoup là-dessus. Quand il y a un sujet qui n'est pas traité par une COP, ben, c'est le rôle du knowledge manager que de veiller à ce que les différents thèmes qui ont été définis comme critiques soient mis à jour en continu. Mais donc, on voit bien que ça suppose une certaine sélection, parce que sinon, on se disperse. Et donc, il vaut mieux se focaliser sur un ensemble de thèmes, de thématiques critiques qu'on a cartographié au préalable. Waouh, merci Gonzague. Alors évidemment, on a des convictions. Bon, la première évidemment, c'est qu'on parlait de ces fameuses enablers KM. Et puis de l'autre, il y a évidemment, on croit beaucoup au collectif, on croit beaucoup en la confiance. Il n'y a pas de système KM sans confiance entre les personnes, encore plus dans une communauté, mais en général dans le KM. Le fait de co-construire, c'est pas du top-down, on est vraiment des praticiens et on construit effectivement les choses. Et puis l'innovation managériale, je rappelle que le KM, c'est toujours de l'innovation, des choses nouvelles à faire. On va un peu à contre-courant, on fait du transverse, donc c'est très innovant. Il y a une autre commentaire, Gonzague, dans le chat. Alors, dans l'univers actuel de la data, des data analystes, et comment se situe le KM? Alors,
Ça, c'est une grande question qu'on a à l'INTD, où j'interviens comme enseignant au CNAM. Bon, les data, ça reste encore enfin, une approche de l'information qui requiert des techniques particulières, des bases de données, des algorithmes, des techniques statistiques. Donc, alors, le traitement de ces data vont fournir une connaissance d'un domaine par l'analyse des données. Mais la difficulté, c'est qu'on a besoin d'énormément de données. On peut les traiter avec de l'intelligence artificielle, mais on est dans l'ordre de grandeur du million de données pour la connaissance d'un domaine. Alors que il me semble qu'avec des retours d'expérience, avec des cas, avec une dizaine de cas, vous faites un jugement sur une situation et une décision que vous avez à prendre. Donc, c'est pour moi la grande différence. Donc, le traitement des data, en soi, je ne le mets pas dans le knowledge management, mais le résultat, l'exploitation des data, ce sont des éléments de connaissance qui viennent à aider quelqu'un qui doit prendre une décision technique, comme c'est une ressource comme une autre. Très bien, très bien. Alors, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est un moment que vous aimez beaucoup. Ça marche très bien. On va faire un brainstorming. En fait, on va partir de vous. On va partir de vos enjeux. Parce que, évidemment, on peut toujours dire des choses nous-mêmes, mais ce qui est plus sympa quand même, et ce que vous préférez, c'est partir de vos enjeux liés au KM, auxquels le KM pourrait répondre, et nous, après, on répond à vos enjeux que vous allez nous exposer. Donc, pour cela, je vous ai mis un lien dans le chat qui va aller vers Klaxoon, qui est un outil collaboratif français, une belle pépite française. Next 40 un jour, hein, ils sont en pleine croissance. Hein. Et donc, il y a. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, vous avez le lien en bas. Ceux qui déjà ont Klaxoon, le code suffit. Vous tapez le code qui est marqué dans le lien, le AZACNJ6, et vous êtes directement dans la zone Klaxoon. Je vois qu'on est déjà plusieurs en ligne. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, je bascule sur mon partage d'écran. Et là, vous voyez effectivement Klaxoon. Alors, comment ça marche? Donc là, tout le monde arrive. Je donne un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive. On est 11, 13. Donc là, ça vient. Alors, le principe de Klaxoon est très simple. D'abord, il y a une question. Hein. C'est comme un espace de discussion. C'est un grand tableau blanc. La question, c'est quels sont les enjeux auxquels le KM pourrait répondre? Et si vous avez des exemples à montrer de votre enjeu, ce sera encore plus sympa. Et puis, il y a deux types d'enjeux. Il y a les vôtres, hein, en tant que praticien KM ou manager ou dirigeant. Et puis, il y a enjeu de la DG. Ce n'est pas forcément les mêmes que les vôtres, mais avoir les deux en perspective, c'est quand même bien parce que si on veut avoir un sponsor et avoir de l'aide de la DG, mieux vaut répondre d'abord aux enjeux de la DG. Ça aide quand même, hein, d'accord? Et comment les vôtres peuvent s'aligner avec ceux de la DG. Alors, comment ça marche? Donc, en bas, de votre écran, vous avez un petit plus dans l'écran Klaxoon. Pas l'écran que je partage, bien sûr. Vous avez sur votre navigateur, vous avez effectivement le klaxon. Les gens commencent déjà à s'en servir. Vous avez un petit plus. Vous avez l'idée avec deux couleurs, soit l'idée et vos enjeux, soit la couleur qui est l'ADG. Vous mettez votre idée et ce serait mieux qu'il y ait un verbe d'action et un texte autour. Mais votre nom en bas. D'accord? Je vais mettre LP, puis je vais mettre mon idée, c'est blablabla. Hein. Hop, et je l'envoie. Ici à droite, ça part et ça arrive ici. Et après, on pourra comme ça. Donc, je vous donne après une dizaine de minutes de réflexion sur vos idées, quels sont vos enjeux, et après, on pourra ensuite se mettre dessus. Donc là, c'est brainstorming silencieux entre nous. Pensez à mettre votre nom en bas. En bas du post-it, on peut mettre son nom. Il y a une zone pour le nom. Donc, Blanca a mis deux choses. Donc,
Nous sommes 28 dessus, on est une trentaine, 36 en ligne. Ceux qui n'arrivent pas à aller sur Klaxoon, dites-le moi dans le chat. Si vous ne pouvez pas aller sur Klaxoon, dites-le moi dans le chat. Je prendrai votre texte et je le mettrai sur Klaxoon directement. D'accord? Louis-Pierre, moi j'arrive dans Klaxoon, mais pas dans cet environnement-là. Alors attends, ce que je vais faire, je vais peut-être faire Ops, si vous allez là. Voilà, très bien, là je le vois. Ok, donc là j'ai vraiment mis la chose, j'ai fait un focus, effectivement, j'aurais dû faire ça avant. J'ai fait un focus dans le... Alors peut-être que j'étais... Peut-être qu'il y a d'autres post-it ailleurs. Ah non, ça va, c'est pas là. Non, non, il n'y en a pas ailleurs, donc je pense qu'il y a que là, on en a. Donc, on revient où on était, effectivement. Vous êtes bien au bon endroit. Et on peut bouger après les post-it à gauche ou à droite, selon le cas, hein. Hop, je commence à les bouger un petit peu. Zou. Voilà. Voilà. Donc, biaise, mettez votre texte dans le chat et après, je le mets en ligne, d'accord? Là, on commence à avoir pas mal d'idées, là. Ça commence à sortir. Je suis en train d'agrandir le rectangle parce qu'il y a tellement de post-it que ça commence à déborder. Hop. N'oubliez pas de mettre votre nom dans le post-it, hein. Pour le modifier, vous cliquez 2 fois dessus, ça s'ouvre, vous mettez votre nom en bas et vous refermez. On est un peu en avance, donc on peut vraiment se donner beaucoup de temps pour vos enjeux, hein, parce qu'après, on passera du temps aussi pour y répondre. Donc,
Qu'est-ce que tu en penses, Gonzague? Ben, on retrouve des éléments qu'on avait partagés dans le petit article introductif. Mhm. Ce que je vois qui apparaît souvent, c'est la, la prise de conscience que le KM va s'incarner, se décliner dans des métiers, et donc ils peuvent être très différents. Donc, une direction générale, c'est bien notre observation, c'est qu'une direction générale, elle a besoin de lancer une démarche sur des points d'accroche. Donc, elle veut des projets pilotes qui peuvent être assez différents. Et elle nous dit souvent, bon, il faut convaincre quelques métiers d'y aller, il faut amorcer la pompe, hein, il faut lancer la spirale, et après, les premières réalisations donneront envie aux autres. Donc, on est typiquement dans une approche de déploiement en spirale. Ce n'est pas du tout une approche Big Bang, comme d'autres projets. Donc, il faut trouver des métiers avec un responsable opérationnel qui soit pilote, qui va trouver une réponse à des enjeux très, très opérationnels qui peuvent être très, très variables. Donc ça, on les voit apparaître. Ça peut être une satisfaction client, ça peut être le remplacement d'une personne qui s'en va, euh, ça peut être un problème de maintenance, voilà, des choses très, très opérationnelles. Alors, donc là, la direction générale, elle a vraiment besoin de s'appuyer sur des directeurs opérationnels, mais elle peut garantir des moyens communs, par exemple. Donc, elle peut garantir une plateforme collaborative, elle peut garantir des rôles, des budgets, un discours très important. Alors, on voit aussi des questions Et sur attends, le ROI. vas-y, vas-y. Avant de continuer ça, je propose, c'est qu'il y a plein d'idées. Est-ce qu'on fait plutôt un vote des meilleures idées sur lesquelles on va faire un focus? Ça peut être pas mal, ça, non? Ouais. Alors, je propose, on va faire un vote. Donc, je vous donne à chacun, vous avez droit à 5 votes. Alors, comment est-ce qu'on vote pour les meilleures idées sur Klaxoon? Encore une fois, vous prenez un des post-it, vous cliquez une fois dessus, et il y a un petit menu qui s'affiche, et il y a un petit cœur, d'accord, qui s'appelle Aimer l'idée. Donc, chacun, vous avez droit à 5 cœurs. Je fais confiance de ne pas en mettre 10, hein, 5 cœurs que vous distribuez aux idées que vous préférez. Donc, clique une fois sur un post-it, un petit cœur, comme là, par exemple, là, j'ai mis un cœur sur le post-it et on va apparaître un cœur là. D'accord? Et ces Donc, 5 je vous cœurs laisse faire. sur les bleus et les jaunes confondus? Ah Ou ouais, c'est... absolument, on répartit partout. 5 cœurs, vous les mettez où D'accord. vous voulez. Donc, je vous laisse de quelques minutes pour pouvoir, comment dire, travailler sur les 5. Quels sont vos post-it préférés? Parce qu'il y a plein d'idées. Un, c'est pas le pouvoir à chacun de lire les idées des autres. Ce qui est un bon moyen aussi de pouvoir, dans le brainstorming, se dire s'il n'y a pas une idée en plus que je peux augmenter en lisant celle des autres. Et puis deux, pouvoir comme ça, disons, nous permettre de faire un focus sur celle que vous préférez dans la suite de notre événement. Il nous reste à peu près un quart d'heure, donc on a largement le temps d'en parler. Si vous avez une minute, ouais, deux max, de pouvoir choisir les, euh, les idées qui vous paraissent les meilleures. Donc, je vous rappelle, on choisit un post-it, on met un petit cœur. Aimer l'idée, 5 cœurs maximum par personne. Donc là, il n'y a pas beaucoup de cœurs, donc je pense certains n'ont pas encore voté. On est 27 en fait sur le Klaxoon et on est une trentaine en ligne, 34. Donc il y en a quelques-uns qui n'ont pas réussi à se brancher dessus. Euh, Alors, Bies, par contre, si vous avez signé avec votre nom Bies, je pourrais le voir. Mais si je ne vois pas Bies, je vois un CB, mais je ne vois pas de Bies. Si c'est vous, Bies, CB, alors vous êtes là. Alors, je ne vois pas Bies, effectivement. Mettez dans le chat votre idée et je la mettrai directement dans les bleus.
Alors, ça avance là. On commence à avoir quelques post-it avec quelques idées. Alors, c'est pas mal. Donc, oui, il y a quand même des winners quand même dans la liste, hein. Voilà. Alors, ce que je propose, 31. Alors, ce que je propose, effectivement, c'est que hop, je reviens ici. On va revenir vers vous dans 1 minute sur la réalisation, sur les réponses à vos interrogations concernant justement les, vos questions, hein. Mais avant mes slides, hein. Et pourquoi on fait ça, Gonzague et moi? L'idée, c'est qu'on va faire un cycle de conférences sur le KM. On en a 6 en stock, d'ailleurs, qui sont affichés sur LinkedIn, sur l'item qui s'appelle Masterclass, hein, dont on va parler, entre autres, des connaissances critiques, des aspects humains, etc. Et par rapport à tout ce qu'on va vous dire tout à l'heure, si vous voulez avoir plus d'aide, un peu plus de feedback sur votre problématique, vos enjeux, comment on pourrait effectivement s'en sortir, ce que je vous propose, c'est de vous contacter, nous contacter pour un premier contact, 45 minutes, hein, ce que j'appelle un pré-diagnostic, et après on pourra discuter avec vous sur votre problématique et comment euh, on pourrait vous accompagner par rapport à ça, les idées que l'on aurait ou des retours d'expérience. Donc, soit vous cliquez en haut, vous marquez cliquez ici, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai donné, amalté.com/diag. Et là, directement, vous avez accès à une page web et vous pouvez remplir. Vous choisissez une date, choisissez une heure et vous directement vous mettez dessus, vous prenez rendez-vous et nous serons là pour vous répondre. Ceci étant dit, eh bien, nous revenons vers Klaxoon. Et là, on va prendre les post-it qui ont le plus de cœur afin de pouvoir justement de cœur à droite, c'est l'importance et la valeur ajoutée du KM. Gonzague, je te laisse celui-là. Oui, sur la valeur ajoutée. Oui. Alors, je pense qu'il faut être plus précis. C'est-à-dire nous on distingue, il y a des enjeux offensifs ou des enjeux défensifs. Donc ce qui est assez frappant quand on regarde l'ensemble des directions générales avec lesquelles on a travaillé, c'est qu'il y a toujours eu, pour lancer l'initiative, un peu un phénomène, un événement déclencheur. Alors ça peut être des départs en retraite, ça peut être tout d'un coup le sentiment que la pérennité de l'entreprise n'est pas acquise. Je pense à des entreprises au bout de 20 ans dans l'ingénierie où ils voient leurs premiers ingénieurs qui partent en retraite. Tout d'un coup, il y a une peur de on n'a pas garanti la pérennité. Il peut y avoir une question sur la relation client, sur la valeur ajoutée à apporter à un client, parce qu'il y a une concurrence. Je pense à un cabinet d'avocats qui voit que les cabinets anglo-saxons sont en train de manger son fonds de commerce à Paris et donc qui veut réagir. Donc il y a comme ça un événement déclencheur, un argument donc qui peut être soit assez offensif, hein, de type croissance, qui peut être innovation, ou plutôt pérennité, maîtrise des risques, garantir retenir les talents. Bon. Et ça peut être aussi réussir, parfois des choses auxquelles les dirigeants ne pensent pas. Par exemple, à réussir une fusion-acquisition, par des exemples concrets. Moi, je suis persuadé on peut aider à réussir une fusion-acquisition avec du knowledge management. On peut réussir à mettre en place des processus plus adaptatifs, par exemple. Donc, c'est des idées. Il faut aussi donner des idées aux dirigeants sur ces capacités qu'ont à la gestion des connaissances pour réussir des choses que d'autres leviers ne font pas. Voilà. En Donc, parlant des FUSAC, hein, fusion-acquisition, ça me rappelle Engie. Engie a pas mal utilisé le KM dans les fusions-acquisitions, à la fois dans la phase amont de due diligence.
Et puis après, dans la phase aval, une phase de l'intégration de l'entreprise qui avait été achetée. Voilà, parce que vous pouvez essayer d'aligner les processus par des mesures d'organisation, mais si vous fusionnez par un partage de connaissances, un partage de pratiques, c'est une manière, je trouve, plus douce, plus progressive et qui touche plus de personnes, notamment ce que j'appelle les grosses têtes fortes têtes. Il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais qui s'emparent, qui vont créer en fait un patrimoine de connaissances commun à la nouvelle organisation. Voilà. Donc, c'est un peu sortir des généralités pour prendre le sujet par un axe. Et ensuite, on peut l'ouvrir parce qu'une fois que vous avez lancé la démarche, je reprends toujours à cette image de la spirale, ensuite, vous pouvez l'ouvrir sur des nouveaux usages avec des nouveaux enjeux. Dire aussi que offensif et défensif sont pas du tout opposés. Je travaillais avec le directeur d'un bureau d'études, il fallait qu'il fasse de l'innovation pour garder ses ingénieurs, sinon ils s'en vont, ils s'ennuient. Mais il faut aussi qu'il fasse de la réutilisabilité parce que s'il invente tous les matins, il ne gagne pas d'argent. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver entre plusieurs de ces enjeux dans, dans les cas où ça se met en œuvre. Alors moi, je vais prendre celui de Martin, là, s'assurer que les initiatives KM qui coûtent cher prouvent leur valeur rapidement. Alors, effectivement, quand on fait un programme KM et qu'on lance des choses, on commence toujours par des petits pilotes pour montrer à la DG surtout que ce qu'on met en place, qu'on propose, va marcher très vite. Il ne faut surtout pas faire un big bang, demander des millions d'euros et dire dans 3 ans, vous verrez, les résultats vont être là. Tout manager aime bien les quick wins, que chaque trimestre, il y a un truc qui sorte. Donc, ça veut dire prouver la valeur. Typiquement, quand on lance un programme, c'est pour ça qu'on a tout à l'heure, Gonzague a parlé des connaissances critiques. C'est vraiment partir de ce qui est important, des processus critiques, des connaissances critiques dans ces processus, et pour cela, trouver quelles sont la une ou deux initiatives KM qui va vraiment aider à montrer qu'on résout le problème de ces connaissances critiques. Et là, on peut montrer au management assez rapidement que ça marche. Et puis là, au fur et à mesure, le management se rend compte, tiens, effectivement, la valeur est là, il y a des bons résultats, d'autres managers disent du bon de ces initiatives, et au fur et à mesure, on arrive à convaincre qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Mais commencer Big Bang n'est jamais la bonne solution. Commencer par des pilotes et le prouver. Ça, on le voit très bien chez les clients. On commence toujours par des petits pilotes, à droite à gauche, sur quelques thèmes, quelques initiatives, et après, ça fait tache d'huile sur l'ensemble de l'organisation. Mais si vous donnez tout de suite un truc très cher, vous n'aurez jamais le OK de la direction générale. Il faut croire aussi à la force des témoignages. Le cas le plus extrême que j'ai connu, c'était le directeur général de Nestlé au siège à Vevey. Et donc, j'étais assez inquiet qu'il me demande un calcul de ROI qui est infaisable. Il m'a simplement dit non, amenez-moi, réunissez les 2-3 directions pilotes et puis je leur poserai des questions. En fait, il a posé une seule question, c'est est-ce que vous pouvez vivre sans? Vous êtes des cadres responsables, voilà, donc vous avez expérimenté. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Et chacun, il y avait quelqu'un des archives techniques, d'autres des fusions-acquisitions, a dit non. Enfin, vraiment, je suis convaincu par la pratique. Et après, il a dit OK, on généralise. Vous voyez. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Il y a parfois besoin d'un rationnel, d'avoir quelques indicateurs, bon, un peu pour se rassurer. Mais je crois beaucoup à la force de ces témoignages de personnes qui sont responsables de leur activité et qui disent j'ai réussi à résoudre un problème. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Et il faut les faire témoigner. Et les directions générales sont très sensibles. Et si en plus vous avez un râleur connu dans votre équipe et qui est connu pour être toujours contre, et si lui, il dit oui, j'ai été convaincu, c'est gagné. Il y a des personnalités comme ça un peu rugueuses, eh bien, si elles sont un témoignage très positif, ça, c'est toujours très, très écouté par les directions. C'est ça. Et donc, votre rôle en tant que leader d'un programme KM, c'est d'aller chercher ces fameux témoignages, ces success stories. C'est pas simple à trouver, donc il faut partir à la chasse, interroger les gens, voir, avoir des cas où, avec le système KM, on a pu faire ça, qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu le système KM.
Et c'est comme ça qu'on trouve, que ce soit pour les communautés, pour des bases de données ou d'autres, c'est montrer que ça a été utile dans des cas précis qui sont documentables et où un manager peut dire oui, ça m'a été utile. Il y avait un petit troisième, faire adhérer tous les employés au partage de la connaissance dans un mode approprié. Qu'est-ce que tu en penses, Gonzague? Ben, j'en pense que là encore, il faut. L'idée est bonne, l'adhésion, mais ça va être. Au départ, il faut chercher des petits périmètres, hein. Donc, c'est même moins qu'un métier, ça peut être une discipline. Et c'est tout ce qui se passe dans les communautés de pratique, par exemple. Bon, alors parfois, on n'a pas de communauté de pratique, on va dire des équipes métiers, mais il y a des gens qui reconnaissent que ça leur apporte quelque chose. Et vous voyez aussi des phénomènes de fierté d'appartenance, surtout quand vous avez une base de connaissances qui rend tangible cette connaissance qui est partagée, qui la matérialise. J'ai vu ça plusieurs fois, c'est-à-dire que les collaborateurs parlent avec fierté, dire quand on voit tout ce qu'on sait faire. Bon, et il faut savoir s'appuyer là-dessus parce que cette adhésion, elle va être locale, mais elle va se savoir, et donc il y a d'autres équipes qui vont vouloir en faire autant. Et puis, ce mouvement d'adhésion, il va s'entendre, et donc il va faire tache d'huile si vous l'accompagnez et si vous le faites connaître. Alors, est-ce qu'on a après un petit coup à droite avec un post-it qui aurait pas mal de 6. Comment la DG peut supporter la démarche KM et son rôle? C'est un peu le rôle c'est un rôle de sponsor, hein. La DG ne supportera un programme que si elle voit un intérêt pour la stratégie de l'entreprise. Tout à l'heure, on en a parlé. Le comment, c'est déjà donner son imprimatur, dire oui, j'y crois. Oui, je crois en cette stratégie, je crois en ces différentes initiatives. Et ce rôle, c'est de financer, c'est de supporter, d'être l'avocat, d'y croire. Car s'il n'y a pas de sponsor au plus haut niveau de cette démarche KM, elle finit toujours par péricliter. J'ai plein d'exemples, dont celui que j'ai vécu chez Schneider Electric, où le jour où la DG n'était plus sponsor du programme KM, il s'est un peu écroulé, quoi. Parce que personne ne voulait le financer. Donc, c'est super important d'avoir effectivement l'ADG comme support. Et donc, il faut donc lui vendre, pareil, par des histoires, par des témoignages de managers que l'ADG écoute, que la démarche quand même fonctionne et qu'elle a de la valeur, et d'avoir un sponsor qui y croit et qui croit en vous. Pour moi, c'est plutôt un post-it jaune, celui-là. Est-ce qu'il y a un autre? Tu peux aussi regarder, Gonzague, hein, s'il y a un truc qui t'intéresse. La culture du knowledge is power. Ah, voilà, transfert de la culture. Cosette. Effectivement, c'est un beau sujet aussi, le contexte, la culture. Encore une fois, c'est lié aussi à la culture du partage, la culture de la confiance. Et là aussi, la RH a un grand rôle à jouer, ainsi que le top management sur est-ce que l'entreprise a une culture où on accepte l'erreur? Est-ce que l'entreprise a une culture où on peut partager, où on peut échanger avec des personnes à côté de soi, d'une autre direction, sans passer par son chef et par le chef des gens en face? Donc, qui autorise l'horizontalité. Si la culture de l'entreprise n'autorise pas ça, un système KM aura du mal à marcher. Donc fondamentalement, il faut que le top management donne par sa manière de faire, soit dans le lâcher prise, l'horizontalité, le partage, la confiance, la discussion, l'échange. Et ça, j'ai très bien vu, encore une fois, dans des entreprises comme Schneider par exemple, ou même chez Framatome, la culture d'ingénieur, où le top management, ayant poussé cette culture de partage, de confiance et autres, a fait que ça a libéré la parole et les gens ont pu échanger entre eux, partager. C'est culture de la reconnaissance, le fait d'être reconnu pour ce que l'on fait, que ce soit visible,
comme ça, on a envie de pouvoir continuer parce qu'on est reconnu, notre nom apparaît quelque part, on nous a cité, c'est hyper important. Et là, effectivement, si on a ce genre de choses, alors, avec la pression du haut des top management qui dit oui, j'y crois, cette culture, la pression du bas qui dit oui, effectivement, nous, on veut, et bien, au milieu, le middle management se fait écraser et doit changer son mode de fonctionnement. Peut-être un commentaire sur Knowledge is Power qui vient du chancelier Bacon il y a quelques siècles. Il y a une ambivalence parce qu'on se traduit souvent par la connaissance et le pouvoir, mais Knowledge is Power, ce qu'il voulait surtout dire, c'est que la connaissance est la puissance. Et c'est une capacité, au moment de la Renaissance, de transformer la société par la connaissance technique. Et donc, vous pouvez jouer aussi là-dessus. Bien sûr, il y a toujours des questions de pouvoir, on va dire, de partage d'informations, mais c'est aussi, knowledge, c'est une capacité de transformer. C'est un levier de transformer des processus, de transformer les processus de R&D, de transformer la relation avec les clients, de transformer des processus de maintenance, voilà, pour prendre des exemples très concrets. Et quand vous articulez comme ça tous les leviers dont on a pu parler avec des processus bien identifiés, vous voyez le levier quand même comme étant un levier de puissance, de transformation. Et donc ça, knowledge is power, oui. Ouais, finalement, j'avais vu, c'est une adaptation knowledge is powered à la puissance du partage. Voilà. Qui est aussi une manière de montrer ça, quoi. Ouais. Alors, il est 47. J'ai mis dans le chat un lien pour que vous évaluiez notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le lien. L'éval, il y a 3-4 questions, c'est très rapide. Votre feedback nous sera utile pour améliorer la chose. On pourrait encore parler pendant des heures. Peut-être que vous avez encore 5-10 minutes, mais avant d'aller plus loin sur le sujet, de continuer à répondre à une de celles-ci, ce qu'on vous propose, c'est quand même un petit truc à retenir. Gonzague. Alors, ce schéma, ce cercle vertueux, c'est pour montrer que chacun s'y retrouve. Donc, aujourd'hui, on a mis le focus sur la direction générale. Elle attend de la valeur, elle impulse. Le réseau des knowledge managers, il va animer. Les experts, les COP, ils apportent de la connaissance métier. Les opérateurs, ils en tirent un bénéfice. On crée de la valeur dans les processus métiers, etc. Donc, la boucle est bouclée. Et je crois que ce schéma simple, il rappelle simplement que dans une démarche KM, chacun s'y retrouve. Alors, il faut savoir effectivement communiquer à chacun sur ce qu'il va apporter. Ça montre aussi que c'est une démarche d'entreprise, une démarche d'organisation, et donc qu'on a besoin de tout le monde. C'est aussi peut-être une difficulté, cette mise en mouvement. Donc parfois, on la met, ce cercle vertueux, on va le mettre en place dans un métier, dans une entité, et puis ensuite, on va essayer de la démultiplier. Alors, ceux qui sont encore en ligne, on est quand même encore 29. Est-ce que vous voulez qu'on traite encore un autre post-it? Dites-nous dans le chat, comme on a dépassé l'heure. Ah, Estelle nous dit à bientôt. Yes dit oui. Donc, s'il y a dit oui, on peut continuer encore. Allez, le public demande. Nous allons accepter. Par contre, n'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation, s'il vous plaît, que j'ai mis dans le chat. Et j'ai mis aussi le lien vers l'article qui d'ailleurs était aussi dans LinkedIn. Parler du ROI. Il y a une question ROI qui traînait quelque part? Ah, peut-être. Alors, je ne sais pas. Oui, j'ai vu ça plusieurs fois même. Grande question, qui sont classiques. Il y avait un seul post, il n'y avait qu'un seul cœur sur les ROI. Ça n'intéresse personne, Martin, le ROI. Vas-y, je te laisse parler du ROI, tiens. Bah, c'est un mauvais thermomètre, le ROI. Le ROI traditionnel, issu d'une vision taylorienne, ce n'est pas un bon thermomètre. Alors, ça ne veut pas dire que le KM ne crée pas de valeur, mais on n'a pas le thermomètre pour le mesurer. Donc, les apports sont essentiellement qualitatifs. Ça se passe dans la tête des gens. On ne sait pas comment le KM va transformer les talents des personnes, mais on peut observer en tout cas ce que ça va produire en termes d'impact sur des processus métiers, sur des résolutions de problèmes, sur des éléments d'innovation, sur des clients gagnés. Donc, il faut savoir regarder ça.
Alors, on peut l'accompagner par quelques indicateurs d'usage, hein, le nombre de clics, le nombre de contenus, tout ça, c'est que des indicateurs d'usage. C'est quand même rassurant. Il faut pas non plus le négliger parce qu'une direction générale va quand même se dire est-ce qu'il l'utilise? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a de la pratique autour de tout ça? Donc c'est rassurant. Mais l'argumentaire principal, ils sont dans le storytelling, enfin ces bonnes histoires de réussite qu'on peut raconter, des témoignages d'utilisateurs dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ouais, témoignage chiffré, c'est encore mieux. C'est montrer dans un cas précis, voilà ce qui s'est passé, le KM a pu aider, voilà les gains que l'on a eus, et ça peut aller très très loin. Je me souviens chez Schlumberger, avait mis en place une plateforme KM qui s'appelle InTouch. Ça leur avait coûté, euh, allez, 50 ou 60 millions de dollars. C'était un fric, mais phénoménal. Et la première année, les témoignages qui ont été ramassés ont rentabilisé le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de gains, de meilleure qualité, de problèmes résolus, du fait que dans le pétrole, quand on plante un outil de mesure dans un puits, ça vous coûte plusieurs millions par jour. Et bien qu'en un an, on avait rentabilisé le coût de la plateforme parce que justement, c'était plus efficace. Et là, clairement, le ROI était direct. Et donc, Schlumberger a dit, on continue parce que c'est extrêmement rentable. Donc oui, on peut le mesurer, mais c'est pas toujours facile, quoi. Alors, un autre. Départ collaborateur, c'en est un aussi, qui est pas mal. Ouais, là-dessus, il y a plusieurs mécanismes hein, pour le départ du collaborateur. Déjà, le premier, c'est avant qu'il parte, se tenir au courant. Parce que souvent, il y a des cas où on apprend un mois avant que la personne part. Et comme la personne a accumulé pas mal de RTT, bah, elle part tout de suite. Et après, elle revient 3 mois après en tant que consultant pour pouvoir retravailler sur des projets, pour pouvoir donner son savoir. Donc, clairement, il faut anticiper, première chose. Et ça, voir ça avec, en tant que manager, avec la RH, anticiper en avance quand les gens vont partir. Identifier aussi les gens qui sont clés, qui ont un savoir ou un savoir-faire critique. Et puis là, effectivement, il y a plein de techniques hein, pour pouvoir répartir ce savoir. Est-ce que cette personne est membre d'une communauté? Est-ce qu'elle donne régulièrement des webinaires pour pouvoir, disons, donner de l'information aux autres via des webinaires? Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'on peut la mettre en binôme avec d'autres personnes? Est-ce qu'on peut la faire, disons, faire en sorte qu'elle soit juge, pas juge, mais qu'elle puisse commenter des retours de projet? Est-ce qu'on peut la filmer, par exemple, dans ses activités? C'est très le cas, par exemple, dans des domaines opérationnels, dans des usines. Filmer les gens qui font des choses, des techniciens, c'est un bon moyen de pouvoir capturer ce genre de connaissances. Donc, mais vraiment, le truc, c'est anticiper le plus possible et travailler avec l'ARH par rapport à ça. Et après, il y a plein de techniques, il y a au moins 10 techniques qui existent pour pouvoir capturer la connaissance des personnes et la transférer à d'autres qui sont généralement au fil de l'eau. Et rarement, le pire, c'est le livre de connaissances quand on est un peu à la bourre, on remplit un livre, on le remplit, on le met sur étagère, ça fait beau et ça sert à rien en général. Donc, il Ouais, faut faire peut-être un commentaire, je pense à un exemple vécu récemment où on a aidé un cadre qui partait en retraite à transmettre son savoir-faire à son successeur qu'il n'a pas rencontré. Donc il y a des questions, enfin, il y a des aspects techniques, mais il y a aussi un aspect humain, voire psychologique, parce que transmettre un poste, c'est parfois aussi remettre en cause le périmètre du poste. Et il faut savoir aussi parfois expliquer à une personne que ce sur quoi enfin, certains des sujets ne sont plus des sujets critiques. Et donc, il ne s'agit pas de dupliquer, mais vraiment d'identifier parmi les sujets sur lesquels il a travaillé ceux qui sont dans la stratégie de l'entreprise. Il y a un aspect psychologique, hein, c'est un peu quand c'est un départ en retraite, une page qui se tourne, donc il faut savoir sentir ça. Et puis il y a aussi des éléments qu'on ne peut pas écrire qui sont difficiles sur ces réseaux de personnes, les réseaux de personnes, les réseaux de décision. Donc aussi d'identifier des personnes relais, ça peut être dans une communauté, qui savent vers lequel le successeur pourra se tourner pour prendre
en compte un certain nombre d'informations qu'une personne ne souhaite pas écrire. On ne peut pas tout écrire, mais il faut en tout cas avoir des pointeurs pour identifier ces sujets et trouver les personnes vers lesquelles on va se retourner. Bon, je pense qu'il est 56, donc on va disons, arrêter là, parce que chacun reprend son travail habituel. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ce webinaire a été intéressant pour vous, que vous avez appris des choses, que ça vous a aidé dans votre vie professionnelle ou votre changement de carrière pour ceux qui voudraient un jour faire du management des connaissances. Encore une fois, n'oubliez pas de remplir l'évaluation du webinaire dans le lien que j'ai mis tout à l'heure, Eval Webinaire. Ce serait sympa d'avoir votre feedback sur le webinaire. Et nous vous souhaitons effectivement une bonne fin de journée. Et si vous voulez encore nous contacter pour avoir un diagnostic de 45 minutes sur vos problématiques et avoir du feedback, n'oubliez pas de nous contacter. Voilà, eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Oui, merci à tous. Et bien sûr, le replay sera disponible dans à peu près une semaine sur LinkedIn. Il sera lié à la référence de la conférence. Il sera aussi visible sur le LinkedIn de Gonzague et de moi-même. Comme ça, vous pourrez revoir différentes choses et on mettra aussi le klaxon des idées pour que vous ayez effectivement ça sous la main pour pouvoir réfléchir encore dessus et on peut répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Donc, bonne fin de soirée et à la prochaine fois dans un mois et c'est, je crois, j'oublie la date. On vous le dira sur LinkedIn. Je ne l'ai plus en tête. C'est pas grave. C'est en novembre, mi-novembre, nous serons ensemble, vers le 15 novembre, je crois. Voilà. Bonne soirée. Et Gonzague, bonne soirée aussi. Merci.